mars 1945, Allemagne de l'Ouest. La guerre n'est pas encore terminée, mais tous ceux qui se trouvent dans la salle savent déjà comment elle finira. La salle à manger appartenait autrefois à un club d'officiers provinciaux allemands. Avant la guerre, on y buvait du vin et l'on y disputait des débats sur les tactiques de cavalerie. Aujourd'hui, les fenêtres sont fissurées, les lustres ternis, et les murs conservent encore une légère odeur de fumée et de désinfectant. Une longue table en bois traverse la pièce en son centre. D'un côté sont assis des officiers américains, colonels-majors, membres du renseignement, uniformes impeccables, posture maîtrisée, regard vigilant. De l'autre côté, des généraux allemands capturés et des officiers d'état-major supérieurs. Pas d'insigne, pas d'épée, pas de décoration, seulement des hommes. Entre eux, des assiettes de nourriture que personne ne désire vraiment. Ce dîner n'est pas un acte de bonté, ce n'est pas une célébration. C'est une expérience soigneusement calculée. Les Américains veulent observer comment se comportent les officiers allemands lorsqu'ils ne commandent plus d'armée, lorsqu'ils sont privés de pouvoir, mais non de dignité, lorsqu'ils sont traités en professionnels plutôt qu'en criminels. Les officiers allemands le savent aussi. Ils parlent à voix basse, entre eux pesant chaque mot. Des années de discipline d'état-major leur collent encore à la peau. Leurs dos sont droits. Leurs mains reposent soigneusement à côté de leurs assiettes. Ils ne posent aucune question. Puis la porte s'ouvre. Les conversations meurent instantanément. Le général George S. Patton entre dans la pièce. Pas d'annonce solennelle, pas de salut, pas d'escorte, seulement Patton. Des revolvers à crosse ivoire, à la ceinture le casque coincé sous un bras, les bottes encore couvertes de boue séchée du front. Il ne regarde pas d'abord les Américains, il regarde les Allemands. Et pendant un très bref instant, une fraction de seconde, quelque chose passe entre eux. Une reconnaissance non pas de grade, ni de victoire, ou de défaite, mais de nature. Patton s'assoit, en bout de table, sans demander la permission. Un colonel américain commence à se lever, puis se ravise, et se rassoit. Patton parcourt la salle du regard, lentement comme un homme inspectant un terrain. « Messieurs, dit-il enfin d'une voix calme, presque familière, j'espère que la nourriture est convenable, aucune ironie, aucune cruauté. » L'un des généraux allemands hoche poliment la tête. « Elle est suffisante, général. » Patton esquisse un léger sourire. « Bien. » Des soldats affamés pensent mal. Quelques officiers américains échangent des regards rapides. Le choix des mots est étrange. Patton commence à manger, et pendant plusieurs minutes, personne ne parle. Les couverts teintent doucement contre la porcelaine. Les Allemands mangent avec précaution, comme si mâcher trop bruyamment pouvait être une erreur. Patton écoute. Il écoute toujours. Il observe la façon dont un officier allemand coupe sa viande méthodique précise. Comment un autre marque une pause avant chaque bouchée, comme s'il attendait encore des ordres qui ne viendront jamais. Comment leurs yeux se déplacent sans cesse, répertoriant les visages, les sorties. Ce ne sont pas des civils qui jouent aux soldats. Ce sont des professionnels. Enfin, Patton s'essuie la bouche avec une serviette et se penche légèrement en arrière sur sa chaise. Il n'élève pas la voix. Il ne parade pas. Il parle comme s'il s'agissait de la météo. Lequel d'entre vous, dit-il en regardant directement le côté allemand de la table, commandait une division pendant les combats d'hiver dans les Ardennes? La salle se fige. Cette seule question est dangereuse. La bataille des Ardennes est encore récente, des milliers de morts, des blessures encore ouvertes. Un lieutenant général allemand hésite, puis incline légèrement la tête. Moi. Patton
hoche la tête comme s'il confirmait quelque chose qu'il savait déjà. « Vous manquiez de carburant, dit-il. Ce n'est pas une question, mais une affirmation. Oui, votre infanterie a tenu plus longtemps que vos blindés. Oui ?» Patton incline la tête. « Pourquoi ?» Le général allemand cligne des yeux. Ce n'est pas une question d'interrogatoire, ce n'est pas de la collecte de renseignements. C'est autre chose. Nous manquions de carburant pour la manœuvre, répond prudemment l'Allemand, et de supériorité aérienne. Patton lève doucement la main. Cette partie-là, je la connais. Il se penche alors en avant, les coudes sur la table. Je veux savoir pourquoi vous avez engagé vos dernières réserves blindées là-bas, au lieu de les retirer 2 jours plus tôt. La fourchette du général allemand se fige à mi-chemin de sa bouche. Autour de la table, plusieurs officiers allemands tournent lentement la tête vers lui. Cette question est fausse. Pas moralement fausse, professionnellement fausse. Trop précise, trop informée. Cette décision a été débattue à huis clos, sous un secret extrême avec des cartes qui n'ont jamais quitté le quartier général allemand. Même de nombreux officiers allemands n'en connaissaient pas les détails. Et pourtant, Patton en parle comme s'il avait été présent dans la pièce. Le général allemand repose lentement sa fourchette. Parce que, dit-il après un silence, nous pensions que retarder permettrait de perturber votre rythme opérationnel. Patton hoche une fois la tête. Et quand avez-vous compris que cela ne fonctionnerait pas? Le général expire doucement, dans les 12 heures. Patton sourit non pas avec triomphe, mais avec tristesse. Trop tard, dit-il. Le général allemand relève brusquement la tête. Oui, répond-il. Trop tard. Le silence se répand, autour de la table comme de l'eau froide. Les Américains sont déconcertés. Cela ne ressemble pas à un vainqueur interrogeant un ennemi vaincu. On dirait plutôt 2 hommes en train d'analyser une opération ratée. Puis Patton pose la question, celle qui change tout. Il n'élève pas la voix. Il ne se renverse pas sur sa chaise. Il ne joue aucun rôle. Il demande simplement « Quel officier avez-vous relevé ensuite ?» Les mots tombent doucement, puis explosent. Pendant un instant, le général allemand ne répond pas. Sa mâchoire se crispe, ses yeux se baissent vers la table. Autour de lui, les autres officiers allemands se raidissent, non pas par peur, mais par quelque chose qui s'en rapproche, sans s'y confondre, la honte. Car voici la véritable question. Pas celle des ordres venus de Berlin, pas celle de Hitler, pas celle de l'idéologie. C'est la question que les commandants se posent entre eux, en privé, avec brutalité et honnêteté. Qui a payé le prix? Enfin, le général allemand parle. Mon chef d'état-major. Un major américain inspire brusquement. Un colonel fronce les sourcils. Cela ne figurait dans aucun rapport. Patton hoche lentement la tête. Un homme compétent. Le général allemand ferme brièvement les yeux. Oui. Cette fois, Patton ne sourit pas. Alors vous avez relevé le mauvais officier. La pièce se fige. Ce n'est plus un dîner. Ce n'est plus une conversation polie. C'est un jugement professionnel rendu à travers les lignes ennemies. Le général allemand relève la tête stupéfait. « Pardon, Patton », poursuit d'un ton mesuré, sans émotion. On ne se débarrasse pas de l'homme qui vous dit la vérité sous pression. On se débarrasse de celui qui vous convainc que le temps existe alors qu'il n'existe pas. Aucun Américain n'interrompt. Personne n'ose. Le visage du général allemand se durcit, non pas de colère, mais de quelque chose de bien plus troublant, la reconnaissance. « Vous pensez, dit-il lentement, que j'ai protégé mon autorité de commandement. » Patton soutient son regard. « Je pense que vous avez protégé votre conscience. » Silence à nouveau. Puis quelque chose d'extraordinaire se produit. Le général allemand hoche lentement la tête une fois. « Oui, dit-il,
C'est exact. Autour de la table, les autres officiers allemands échangent des regards. L'un d'eux esquisse le plus léger des sourires amers. Patton s'adosse enfin à sa chaise. « Voilà, dit-il doucement, c'est ça la guerre. » Un officier du renseignement américain se racle nerveusement la gorge. Patton l'ignore. Il se tourne de nouveau vers les Allemands. « Vous vous êtes bien battus, dit-il. Vous vous êtes battus durement et vous avez perdu. Aucune insulte, aucun triomphalisme. Vous avez perdu parce que votre système punissait le jugement professionnel et récompensait l'obéissance. Et parce que les guerres ne sont pas gagnées par des hommes qui attendent la permission. » Le général allemand observe Patton avec attention. « Maintenant, dit-il, vous parlez comme si vous vous attendiez à ce que nous perdions. » Patton esquisse un faible sourire. « Non, répond-il, je m'attendais à ce que vous combattiez exactement comme vous l'avez fait. » Cette réponse pèse plus lourd que n'importe quelle accusation. Le général allemand baisse les yeux. À cet instant, il comprend quelque chose de profondément inconfortable. Ce général américain ne les a pas vaincus par surprise. Il les a vaincus en les comprenant. Patton se lève de sa chaise. « Je vous remercie de votre franchise, dit-il. Elle est rare même entre alliés. » Alors qu'il se tourne pour partir, le général allemand parle de nouveau. « Général Patton ?» Patton s'arrête. Si les positions avaient été inversées, demande prudemment l'Allemand, « Auriez-vous agi différemment ?» Patton réfléchit longuement. Puis il répond, « Je me serais relevé moi-même. » Il marque une pause, où j'aurais gagné. Il quitte la salle. Les Allemands restent assis, en silence. L'un d'eux finit par murmurer à peine audible, « Il pense comme nous. » Un autre répond tout aussi doucement, « Non. Il pense au-delà de nous. » Et pour la première fois depuis leur capture, les officiers allemands ressentent quelque chose qu'ils ne s'attendaient pas à éprouver envers leur ennemi. Ni la peur, ni la haine, mais le respect. Et cela les terrifie. La salle que Patton laisse derrière lui ne reprend pas vie. Aucun plat n'est débarrassé. Personne ne parle. Pendant de longues secondes, les officiers allemands restent assis, exactement comme ils l'étaient, comme si l'air lui-même s'était figé autour d'eux. Puis, lentement, le général allemand qui a parlé avec Patton tend la main vers son verre d'eau. Sa main tremble, non pas de peur, mais de quelque chose de bien plus troublant, la certitude. De l'autre côté de la table, un colonel du renseignement américain finit par expirer. « Eh bien, marmonne-t-il, c'était instructif. Personne ne rit. Un major américain rompt le silence. « Mon colonel, avec tout le respect, dit-il, ce n'était pas dans le briefing. » « Non, répond doucement le colonel, ce ne l'était pas, parce que ce qui vient de se passer n'était pas autorisé. Ce dîner devait servir à observer les Allemands, mesurer le moral, évaluer la conformité, recueillir des données psychologiques. À la place, Patton n'a inversé l'expérience. Il ne les a pas étudiées, il les a mis à l'épreuve, et pire encore, il a rendu un jugement. Alors que les Américains commencent à rassembler leurs papiers et à signaler la fin du repas, l'un des officiers allemands se penche vers le général, interrogé par Patton. « Vous n'auriez pas dû lui répondre ?» murmure-t-il en allemand. Le général secoue lentement la tête. « Cela n'aurait rien changé, » répond-il. Il savait déjà. Cette prise de conscience se répand du côté allemand de la table comme une fièvre sourde. Patton n'a pas posé ces questions pour humilier. Il les a posées pour confirmer. Plus tard, dans la nuit, dans un quartier général, improvisé, à plusieurs kilomètres de là, un groupe d'officiers américains est assis autour d'une table de campagne, encombrée de cartes et de tasses de café. L'atmosphère est tendue.
Un capitaine du renseignement prend la parole en premier. Mon général, avec tout le respect dû à l'instinct du général Patton, ce qu'il a fait ce soir a franchi une limite. Un lieutenant-colonel hoche la tête. Cette conversation frôlait la validation stratégique. Il a pratiquement confirmé la logique opérationnelle allemande. Et c'est précisément le problème, réplique sèchement le capitaine. Nous sommes censés démanteler cette logique, pas l'admirer. Un silence s'installe. Puis quelqu'un d'autre parle. Un homme resté silencieux jusqu'alors. Il ne l'admirait pas. Toutes les têtes se tournent. C'est le général Omar Bradley. Bradley joint calmement les mains. Patton ne les félicitait pas. Il les diagnostiquait. Le capitaine fronce les sourcils. Diagnostiquer quoi, mon général Bradley expire lentement. Pourquoi ils ont perdu et pourquoi ils referont les mêmes erreurs s'ils doivent un jour refaire la guerre. Cette phrase reste suspendue dans l'air plus longtemps que quiconque ne le souhaiterait. Un autre officier se tortille sur sa chaise. Sommes-nous vraiment en train d'envisager l'idée d'une autre guerre? Déjà Bradley ne répond pas immédiatement. Il baisse les yeux vers la carte. L'Europe de l'Est est encore colorée différemment. Des zones occupées, marquées de larges lignes rouges. Patton, les dit-il, enfin. Pendant ce temps, Patton est seul. Il est assis dans ses quartiers, bottes retirées, revolver soigneusement posé sur la table à côté de lui. Il se sert un verre, mais n'y touche pas. Son visage est illisible. Il n'y a là aucune satisfaction, aucun triomphe, seulement de l'irritation, car la réponse du général allemand a confirmé ce que Patton redoutait déjà. La guerre ne se termine pas par la victoire. Elle se termine par le remplacement. Et les hommes qui remplaceront le corps d'officiers allemands défaits ne seront pas des amateurs. Patton repense à la question qu'il a posée. Quel officier avez-vous relevé ensuite? Ce n'était pas de la curiosité, c'était un test. Et la réponse avait été mauvaise. Cette même nuit, un mémorandum commence à circuler discrètement au sein du Chaef. Objet: conduite du général Patton lors de l'engagement P. Le langage est clinique, prudent, poli. Bien que l'intervention du général Patton ait permis d'obtenir des éclairages, des préoccupations ont été soulevées concernant le ton, les implications et la perception parmi les observateurs alliés. Traduction. Patton a mis les gens mal à l'aise, pas les Allemands, les Américains. Car le plus grand péché de Patton n'est pas l'insubordination, c'est la clarté. Et la clarté met les bureaucraties mal à l'aise. 2 jours plus tard, le général allemand est convoqué. Pas de gardes armés cette fois, pas de lampe d'interrogatoire, seulement une pièce calme, 2 chaises, une cafetière. En face de lui se trouve un officier du renseignement militaire, américain, carnet, ouvert, voix neutre. Général, commence l'officier. Nous aimerions clarifier certains aspects de votre conversation avec le général Patton. Le général allemand hoche poliment la tête. Le général Patton vous a-t-il offert des garanties de traitement favorables? Non. A-t-il suggéré une coopération d'après-guerre? Non. A-t-il exprimé de l'admiration pour la doctrine de commandement allemande? Le général allemand marque une pause. De l'admiration, répète-t-il pensivement. Non. L'officier relève les yeux. Alors comment qualifieriez-vous cela? Le général choisit soigneusement ses mots. Il nous a traités, dit-il lentement, comme des soldats qui avaient échoué, pas comme des criminels qui avaient péché. L'officier note la phrase, puis hésite. Et qu'avez-vous ressenti? Le général allemand le regarde droit dans les yeux. Davantage responsable. Cette réponse trouble la pièce. Plus tard, dans l'après-midi, un jeune analyste du renseignement examine les transcriptions du dîner. Un passage est entouré en rouge. On ne se débarrasse pas de l'homme qui vous dit la vérité sous pression. L'analyste fronce les sourcils.
Il a lu des centaines d'interrogatoires, des milliers de pages de doctrine, mais cette phrase le dérange parce qu'elle n'a pas sa place dans une guerre censée être terminée. Ce soir-là, Patton est invité poliment, mais fermement, à assister à une réunion. Bradley est présent. Eisenhower ne l'est pas. Bradley va droit au but. « George, dit-il, tu as fichu une sacrée trouille aux renseignements. » Patton renifle. « Bien. Peut-être qu'ils arrêteront de confondre rapport et compréhension. » Bradley se penche en avant. « Tu as validé l'identité professionnelle allemande, ce n'est pas rien. » Patton soutient son regard. « Je l'ai démantelé. » Bradley hausse un sourcil, en leur disant qu'ils se sont bien battus. « Non, répond Patton, en leur montrant pourquoi ils ont perdu. » Bradley soupire. « Tu es déjà en train de mener la prochaine guerre dans ta tête, n'est-ce pas ?» Patton ne le nie pas. On ne cesse pas d'être soldat simplement parce que la paperasse le dit. Il marque une pause, et eux non plus. Bradley l'observe attentivement. « Et qui penses-tu qu'il soit maintenant ?» La réponse de Patton est calme. Des hommes à qui l'on demandera à nouveau de choisir entre l'obéissance et le jugement. L'implication est claire. Bradley se lève. « Souviens-toi simplement, dit-il, que nous sommes encore alliés avec des gens qui n'apprécient pas ce genre de raisonnement. » Patton esquisse un sourire mince. « J'ai remarqué. » Lorsque Patton s'en va, Bradley reste en arrière, les yeux de nouveau fixés sur la carte. Une question persiste dans son esprit, pas à propos de l'Allemagne, mais sur le type de guerre qui récompense des hommes comme Patton et celui qui les punit. Dans ces quartiers, le général allemand est assis sur son lit, le regard perdu sur le mur. Il repasse la question encore et encore. Quel officier avez-vous relevé ensuite? Personne ne la lui avait jamais posée auparavant. Ni ses supérieurs, ni Hitler, pas même lui-même. Cette nuit-là, il comprend quelque chose qui le hantera longtemps après la fin de la guerre. Il n'a pas perdu par manque de courage. Il a perdu parce qu'il a choisi le confort plutôt que la vérité. Et l'homme qui a mis ce manquement en lumière était son ennemi. Voilà pourquoi cela fait mal. Et voilà pourquoi il n'oubliera jamais Patton. Quand vous serez prêts, nous pourrons passer à la partie suivante, là où la rumeur du dîner commence à se répandre discrètement. Patton gagne des admirateurs dangereux et des ennemis tout aussi dangereux, et le haut commandement commence à le surveiller de plus près. Les guerres se terminent bruyamment. Les rumeurs, elles se propagent en silence. 3 jours après le dîner, aucun rapport officiel n'y fait mention. Aucun communiqué, aucun mémorandum marqué urgent. Et pourtant l'histoire commence, malgré tout, à circuler. À voix basse, de bureau en bureau, au-dessus de cigarettes, dans ces espaces étranges à demi privés, où les soldats parlent lorsqu'ils croient que personne d'important n'écoute. Tout commence comme un murmure. Patton a dîné avec eux, puis cela se précise. Il a parlé métier avec des généraux allemands. Puis, inévitablement, cela se transforme. Il les respectait. Cette dernière version est la plus dangereuse. Au quartier général du Chaef, un officier de liaison britannique l'entend, en premier raconté par un major américain. Le major en rit, mais l'officier britannique, lui, ne rit pas. Il consigne une note. Pas une plainte, simplement une observation. De l'autre côté de l'Atlantique, les responsables politiques sont déjà en train de façonner le récit de la victoire. Le mal vaincu, la tyrannie, écraser des lignes morales et nettes, tracées à l'encre épaisse. Patton, lui, ne trace pas de lignes épaisses. Il trace des lignes exactes. La même semaine, un jeune officier américain, tout juste sorti de West Point, enthousiaste idéaliste, aborde Patton après un briefing. « Mon général, dit-il avec hésitation,
Puis-je vous poser une question? Patton lève les yeux de la carte. Si vous l'avez déjà fait, vous pouvez. L'officier avale sa salive. Est-il vrai que vous avez dit à un général allemand qu'il avait relevé le mauvais homme Patton? L'observe un instant. Ai-je dit cela? Oui, mon général. Alors c'est vrai. L'officier hésite. Mon général. Pourquoi dire cela? Patton s'adosse. Parce que c'était vrai. Ce général s'est battu contre nous. Et vous aussi, réplique Patton, avant qu'il n'ait fini, avant d'apprendre comment ne pas le faire. L'officier ne sait pas à quoi répondre. Patton adoucit légèrement le ton. Vous pensez que les guerres sont gagnées par de bons hommes et perdues par de mauvais. Il secoue la tête. Ce n'est pas vrai. Elles sont gagnées par des hommes qui prennent moins de mauvaises décisions sous pression. Il tapote la carte, et c'est cela qui effraie les gens, parce que cela signifie que l'ennemi n'était pas stupide, simplement dans l'erreur. Cet après-midi-là, Eisenhower reçoit un message soigneusement rédigé d'un conseiller politique rattaché au Chaef. Des préoccupations sont exprimées. Perception, image alignement futur. Eisenhower se masse les tempes. Il connaît Patton. Patton n'est pas déloyal. Il n'est pas imprudent. Il est incapable de faire semblant que la guerre signifie quelque chose de plus simple qu'elle ne l'est réellement. Pendant ce temps, le général allemand désormais transféré dans une autre zone de détention se voit abordé par un autre prisonnier, un ancien commandant de corps d'armée. « Vous avez parlé avec Patton ?» demande l'homme à voix basse. « Oui. Que voulait-il » Le général réfléchit. « Savoir pourquoi nous avons échoué. » L'autre officier ricane amèrement. « Nous savons tous pourquoi. »« Le savons-nous » demande le général. L'homme hésite. « Non, poursuit le général. Nous savons pourquoi nous disons que nous avons échoué. Ce n'est pas la même chose. » Les deux hommes restent silencieux. Cette nuit-là, l'ancien commandant de corps dit quelque chose qui ne sera jamais consigné. Il me fait plus peur maintenant qu'il ne me faisait pendant la guerre. Pourquoi? Demande le général. Parce qu'il comprend la défaite mieux que nous. Au quartier général, Patton est de nouveau convoqué. Cette fois, Eisenhower est présent. La salle est calme. L'atmosphère contrôlée. Eisenhower n'élève pas la voix. Il ne le fait jamais. « George, dit-il d'un ton égal, je veux comprendre ce que tu faisais. » Patton se met au garde à vous, mais son regard reste vif. « Je bouclais une boucle, répond-il. » Eisenhower arque un sourcil. « Explique. »« On ne termine pas une guerre en tuant des hommes, dit Patton. On la termine en tuant des idées. Je voulais voir quelles idées survivaient à la défaite. » Eisenhower joint les mains. Et Patton répond sans hésiter. Trop. Cette réponse glace la pièce. Eisenhower expire lentement. « Tu te rends compte, dit-il, que certains interpréteront cela comme de la sympathie. » Patton hoche la tête. Ils le font toujours, et ils auront tort. Eisenhower l'observe longuement. Puis Eisenhower dit quelque chose d'inattendu. Fais simplement attention à qui t'entend. Patton esquisse presque un sourire. Dans les semaines qui suivent, le nom de Patton commence à apparaître dans des endroits inhabituels. Pas sur des listes de décoration, pas sur des rapports disciplinaires, sur des listes de surveillance. Des conseillers politiques signalent ses propos. Des officiers du renseignement consignent ses conversations. Des responsables britanniques échangent mais des regards lorsque son nom est mentionné. Personne n'agit encore contre lui, parce que Patton gagne toujours. Mais la guerre est en train de changer. L'ennemi n'est plus seulement de l'autre côté des lignes de front. Il est de l'autre côté des tables des frontières des idéologies. Un soir, Patton est assis avec un petit groupe d'officiers américains. L'ambiance est détendue.
On sert des verres. Pour la première fois, la guerre semble avoir une fin. Quelqu'un évoque le dîner. « Tu les as ébranlés », dit un officier. Patton secoue la tête. « Non, je les ai déçus. » L'officier fronce les sourcils. « Comment ça ?»« Ils s'attendaient à de la haine, » répond Patton. « La haine est plus facile. Elle donne un sens à la perte. » Un autre officier demande. « Et le respect ?» L'expression de Patton se durcit. Le respect impose la responsabilité. La pièce devient silencieuse. Ce général allemand, poursuit Patton, passera le reste de sa vie à rejouer cette décision. Pas parce que je l'ai accusé, parce que je l'ai compris. Un officier se remue mal à l'aise. N'est-ce pas dangereux, mon général Patton? Le regarde. Seulement si vous pensez que les guerres sont une affaire de sentiments. Il se lève. Vous voulez savoir pourquoi ce dîner comptait? Les officiers acquiescent. Parce qu'un jour, dit Patton, nous serons assis à table face à de nouveaux ennemis. Et si nous faisons semblant qu'ils sont des monstres plutôt que des professionnels, nous perdrons encore. Personne ne répond. Ils ne savent pas comment. Cette nuit-là, Patton écrit dans son journal, pas sur les batailles, pas sur les médailles, mais sur une question. Quel officier avez-vous relevé ensuite? Il la souligne une fois, puis écrit une seule ligne en dessous. La plupart des hommes perdent les guerres après la fin des combats. Des mois plus tard, bien après le départ de Patton, un analyste du renseignement relira la transcription du dîner. Il s'arrêtera sur cette question et pour la première fois comprendra pourquoi certaines victoires paraissent inachevées. À la fin du mois d'avril 1945, la guerre a commencé à changer de forme. Les armes tirent encore des hommes, meurent encore. Mais l'avenir a commencé à murmurer dans des pièces autrefois trop bruyantes pour l'entendre. Patton le remarque d'abord dans les détails. Des invitations qui n'arrivent plus, des réunions qui se terminent 5 minutes plus tôt, des conversations qui s'interrompent lorsqu'il entre. Personne ne l'affronte, personne ne l'accuse. On s'ajuste simplement autour de lui. Au chef, un nouveau protocole circule discrètement. Il ne mentionne pas Patton par son nom. Il n'en a pas besoin. Toute interaction informelle avec des officiers supérieurs prisonniers doit être documentée et conduite en présence de personnel autorisé. Un bâillon déguisé en procédure. Patton le lit une fois, puis plie le document et le glisse dans sa poche sans commentaire. Plus tard dans la journée, il croise un général britannique qu'il connaît depuis des années. Ils échangent des politesses. Le Britannique sourit, mais son regard est désormais prudent. « George, dit-il à voix basse, tu deviens compliqué. » Patton rit doucement. « Je l'ai toujours été. » Le général britannique hésite. Ce n'est pas une question de personnalité, c'est une question de timing. De timing pourquoi? Pour la paix, répond l'homme. Le sourire de Patton disparaît. La paix se moque du timing. Le Britannique soupire. C'est bien là le problème. Ce soir-là, Patton reçoit un visiteur, le colonel Charles Willoughby. Willoughby ferme soigneusement la porte avant de parler. Mon général Lemot est arrivé jusqu'à Washington. Patton se sert un verre. Lemot y arrive toujours. Ils sont préoccupés, poursuit Willoughby, par votre attitude d'après-guerre. Patton hausse un sourcil. Je n'ai pas d'attitude, j'ai une opinion. Willoughby choisit ses mots avec soin. Ils craignent que votre opinion implique une continuité. Une continuité de quoi? Des ennemis. Patton boit une gorgée. Alors il devrait arrêter de faire semblant que les ennemis disparaissent quand les papiers sont signés. Willoughby expire lentement. Ils pensent que vous validez les officiers allemands. Patton repose son verre. Non. J'invalide les excuses.
On frappe à la porte. Un aide entre visiblement mal à l'aise. Mon général, le général Eisenhower, demande à vous voir demain matin. Patton se raidit légèrement, puis hoche la tête. Bien sûr qu'il le fait. Cette nuit-là, Patton dort mal. Pas par peur, pas par doute, parce qu'il sait ce qui vient. Le matin arrive gris et humide. La réunion est formelle. Eisenhower, Bradley, 2 conseillers politiques que Patton ne connaît pas. Pas d'accusation, pas de voix élevées, seulement de la préoccupation. George commence. Eisenhower, ton comportement lors du dîner avec les officiers allemands a été discuté. Patton reste immobile. Je m'en doutais. L'un des conseillers s'éclaircit la gorge. Général Patton, le problème est celui de la perception. Patton le regarde froidement. La perception n'a jamais gagné une guerre. Le conseiller se crispe. Bradley observe attentivement. Eisenhower intervient. Ce qu'ils veulent dire, George, c'est que tes paroles peuvent être mal interprétées. Patton hoche la tête. Le silence aussi. Un autre conseiller prend la parole. Le récit public exige une clarté morale. La voix de Patton se durcit légèrement. La guerre exige une clarté opérationnelle. Les deux coïncident rarement. Silence. Eisenhower se penche en arrière. Nous avons besoin que vous soyez plus mesurés. Patton y réfléchit un instant. À propos de qui demande-t-il? De vos commentaires sur le professionnalisme de l'ennemi. Patton répond calmement. Alors vous me demandez de mentir. Personne ne répond à cela. Eisenhower se frotte les tempes. Soyez simplement prudent. Patton hoche une fois la tête. La réunion est levée. Alors que Patton quitte la pièce, Bradley reste en arrière. George, dit-il doucement. Tu n'as pas tort. Patton s'arrête. Mais tu es en avance, conclut Bradley. Patton se retourne. Être en avance vaut mieux qu'être en retard. Bradley soupire. Pas quand les gens sont fatigués. Patton le regarde. Les gens fatigués font des paix dangereuses. Cet après-midi-là, le général allemand entend une rumeur. Patton a été averti, restreint, surveillé. Le général ressent un mélange étrange d'émotions, du regret, de la gratitude et quelque chose qui ressemble à de la culpabilité. Cette nuit-là, il écrit dans un carnet qu'il n'est pas censé posséder. Les semaines passent. L'Allemagne s'effondre. Les célébrations de la victoire commencent. Bannières toast, sourire pour les caméras. Patton y assiste de moins en moins. Et lorsqu'il le fait, il est plus silencieux. Les observateurs prennent cela pour de la docilité. Ce n'est pas le cas. C'est du calcul. Lors d'une réception, Patton se tient debout, un verre intact à la main. Un jeune journaliste s'approche, enthousiaste. « Général Patton, dit-il, quel a été votre moment le plus satisfaisant de la guerre ?» Patton le regarde longuement. Savoir quand ne pas avancer, répond-il. Le journaliste cligne des yeux. Je voulais dire, la victoire. Les yeux de Patton se plissent légèrement. Moi aussi. Le journaliste rit nerveusement et s'éloigne. Derrière Patton, 2 officiers échangent un regard. Il est toujours dangereux. Pas à cause de ce qu'il fait, mais de ce qu'il voit. Plus tard dans la soirée, Patton croise de nouveau Eisenhower, cette fois sans conseiller. Eisenhower l'observe. On est en train de t'écarter. Patton hausse les épaules. Le froid aiguise l'esprit. Eisenhower hésite. Tu ne regrettes pas ce dîner? Patton répond immédiatement. Non. Même maintenant. Surtout maintenant. Eisenhower soupire. L'histoire n'est pas tendre avec les nuances. Patton regarde la foule. L'histoire n'est pas écrite par la nuance. Elle est écrite par les conséquences. Cette nuit-là, dans une zone de détention silencieuse, le général allemand apprend qu'il sera bientôt libéré.
Pas de cérémonie, pas d'excuses, seulement des formulaires. Avant de partir, il demande quelque chose. Pas un entretien avec Patton, il sait mieux que cela. Il demande une feuille de papier. Il y écrit une seule phrase. « Votre question, n'accusez pas. » Elle révélée. La note n'atteindra jamais Patton. Elle est interceptée, classée, oubliée. Officiellement, des années plus tard, des historiens chercheront des traces de ce dîner dans les archives. Ils n'y trouveront presque rien. Une brève mention, une transcription incomplète, un mémorandum expurgé. Ils concluront que l'événement était insignifiant. Ils auront tort, car les guerres sont mémorisées par les batailles, mais les futurs sont façonnés par des conversations que personne ne veut enregistrer. Et dans cette pièce autour d'une nourriture froide, et de vérité plus froide, encore Patton a fait quelque chose de bien plus dangereux que d'insulter un ennemi. Il l'a compris, et ce faisant, il a révélé un avenir que personne n'était prêt à affronter. À l'été 1945, la guerre en Europe est officiellement terminée. Les défilés remplacent les patrouilles. Les discours remplacent les ordres. La victoire remplace l'urgence. Et la vérité devient gênante. Patton est toujours général, toujours respecté, toujours craint. Mais quelque chose d'essentiel a changé. Il n'est plus invité à façonner l'avenir. Au Chaef, de nouvelles priorités dominent les briefings. Politique d'occupation, reconstruction, communication publique, stabilité. Patton assiste à l'une de ces réunions, en silence. Les cartes de l'Allemagne sont soigneusement divisées en zones. Des lignes sont tracées, d'une main assurée. Quelqu'un dit « Nous devons éviter d'antagoniser nos nouveaux partenaires ». Patton lève les yeux. Partenaires en quoi? La pièce se tend. Un autre officier répond avec prudence « Dans la paix ». Patton hoche la tête. Une paix construite sur l'oubli est temporaire. Personne ne répond. Plus tard dans la journée, Patton reçoit une notification officielle. Il est réaffecté. Aucune explication, sinon l'expression « nécessité administrative ». Il la lit une fois, puis deux. Il ne proteste pas. Il comprend ce que c'est. Ce n'est pas une punition. C'est un confinement. Cette nuit-là, Patton est seul avec son journal. Il feuillette les pages précédentes. Bataille, perte, percée. Puis il s'arrête sur une phrase. La plupart des hommes perdent les guerres après la fin des combats. Il en ajoute une autre en dessous, parce qu'ils confondent le soulagement avec la résolution. De l'autre côté de la ville, Eisenhower lit un rapport venu de Washington. Il contient une recommandation, réduire l'exposition publique de Patton. Eisenhower referme lentement le dossier. Il ne conteste pas la recommandation, mais il ne l'apprécie pas non plus. Il se souvient du dîner non pas des mots, mais de l'effet, de la façon dont la posture du général allemand avait changé, de la manière dont la question de Patton avait pénétré plus profondément qu'une accusation. Eisenhower comprend quelque chose que d'autres ne perçoivent pas. Patton n'a pas franchi une ligne, il en a révélé une, et une ligne, une fois vue, est difficile à effacer. Pendant ce temps, le général allemand, désormais civil, retourne dans une patrie dévastée. Des villes en ruine, l'autorité dissoute, l'uniforme disparu. Pourtant, le dîner ne le quitte pas, il le repasse sans cesse dans son esprit, non comme une humiliation, mais comme une leçon. Des années plus tard, un jeune historien lui demandera « Quand avez-vous su que la guerre était réellement perdue ?» Le général hésitera, puis dira doucement, lors d'un dîner, après qu'elle était déjà terminée. L'historien aura l'air perplexe. Le général ne précisera pas davantage. En Amérique, l'image publique de Patton commence à se fissurer. Les journaux le citent de manière sélective. Les critiques le décrivent comme imprudent.
Ses admirateurs le disent incompris. Patton ne répond pas. Il sait quelque chose qu'eux ignorent. Les réputations sont temporaires. Les schémas sont permanents. En privé, il continue de parler de la même manière. Direct, inconfortable, exact. Cela lui coûte cher. Les invitations se raréfient. Les alliés gardent leur distance. Son nom devient un handicap dans certaines pièces. Un officier dit en privé « Il a trop bien gagné la guerre ». Un autre répond « Non, il refuse de faire semblant qu'elle est terminée ». Patton n'entend ni l'un ni l'autre, mais il serait d'accord avec le second. Décembre 1945. Patton n'est plus au centre des choses. Le monde est passé à autre chose, ou croit l'avoir fait. Un soir, Patton assiste à une petite réunion, sans éclat. Pas de presse, pas de discours, seulement une poignée d'officiers, pour la plupart plus jeunes. Quelqu'un lui demande, avec prudence, « Mon général, regrettez-vous parfois d'avoir dit ce que vous avez dit ?» Patton réfléchit longuement. Puis, il répond, « Je regrette seulement que cela ait dû être dit. » L'officier insiste, même en sachant ce que cela vous a coûté. Patton le fixe. « Coup, répète-t-il. Fils, la vérité ne te coûte rien. Elle révèle ce que tu allais déjà perdre. » Le silence s'installe. Patton se lève et se prépare à partir. Arrivé à la porte, il s'arrête. « Vous voulez savoir pourquoi ce dîner comptait ?» dit-il, sans se retourner. Les officiers acquiescent. Parce que, poursuit Patton, quand les combats cessent, les hommes commencent d'abord à se mentir à eux-mêmes. Ils se retournent. Ce général allemand n'a pas perdu parce qu'il était mauvais. Il a perdu parce qu'il a protégé le confort plutôt que la clarté. Il ouvre la porte, et nous ferons la même chose. Des années plus tard, après la mort de Patton, une boîte de documents est discrètement examinée. Notes internes, rapports, passages caviardés. Une transcription incomplète refait surface. Juste un fragment. Quel officier avez-vous relevé? Ensuite, aucun contexte, aucune explication. L'archiviste fronce les sourcils, puis classe le document. Sans importance. Ailleurs, pourtant, l'histoire se déroule exactement comme Patton le craignait. De nouvelles alliances se durcissent. D'anciens ennemis réapparaissent sous de nouveaux uniformes. Des professionnels sont de nouveau confrontés au même choix, obéissance ou jugement, confort ou vérité. Et quelque part à une autre table, après une autre guerre, un autre général posera une question semblable. Non pas pour accuser, mais pour comprendre, c'est cela qui la rend dangereuse, c'est pour cela qu'on s'en souvient. Pas dans les discours, pas dans les médailles, pas dans les manuels, mais dans la prise de conscience silencieuse que les moments les plus dévastateurs de la guerre n'impliquent pas toujours des coups de feu. Parfois, ils tiennent à une seule question posée calmement à travers une table de dîner, par un homme qui a refusé de faire semblant que la guerre était vraiment terminée.